Bonjour, Jean-Pierre Lasserre, ancien neurologue et formateur à Format Différence. En ce difficile printemps, je voulais essayer de vous changer les idées en vous parlant de neuropsychologie et de l'approche REV. Neuropsychologie. La neuropsychologie, c'est l'étude des fonctions supérieures dans leur rapport avec les structures cérébrales. Elle explore les outils du soi. Voyons où c'est que ceci se situe au niveau du système psychique. Il y a le soi qui correspond à la structure mentale au niveau du corps, qui est en interaction avec ce corps, qui dispose d'outils. Il y a des outils intellectuels et il y a des outils psychoaffectifs qui font pour peu qu'il soit motivé, il peut accéder à un certain niveau d'intelligence, à un certain niveau de conscience. Vous voyez déjà les liens qu'il peut y avoir donc entre intellectuel, euh, psychisme, corps et l'autre, hein, puisque nous sommes un soi au milieu d'autres soi. Dans cet exposé, je ne parlerai uniquement que des outils intellectuels. L'approche RV, c'est un peu ma trajectoire. R pour service de neurologie à l'hôpital de Rangueil, V pour clinique de rééducation fonctionnelle de Verdèche. Il y a une vingtaine d'années, Christine Nébourger, une amie orthophoniste et moi-même avons publié à l'ortho-édition l'approche RV. À cette époque, cette approche avait été assez bien accueillie, notamment dans les milieux de la neurorééducation. Peut-être parce que c'était une vision panoramique des fonctions supérieures, qu'elle traitait de l'individu à la fois dans son ensemble et dans sa particularité. Puis, progressivement, sous l'impulsion du système hospitalo-universitaire, le cognitivisme, adossé au traitement statistique des données, s'est imposé et notre approche un peu artisanale est tombée dans les oubliettes. Et c'est un peu dommage parce que le cognitivisme a certes fait bien avancer la neuropsychologie, mais le cognitivisme est nécessaire, mais pas suffisant. Notre cerveau, c'est pas un ordinateur. Il a certes un fonctionnement modulaire, un logiciel, un autre logiciel, mais il a aussi un fonctionnement intermodulaire. Pensez par exemple aux connexions du langage avec l'auditif et le visuel. Il a un fonctionnement supramodulaire. Pensez à l'hémisphère gauche interprète de Gazzaniga et qui passe toute sa sainte journée à essayer de trouver une cohérence à l'ensemble de nos comportements conscients et inconscients. Donc, autant il est nécessaire d'avoir une perspective modulaire, autant il est nécessaire d'avoir une perspective globale. Les chiffres, ils sont sécurisants, les chiffres, mais ils sont incapables de montrer le retentissement de l'atteinte d'une fonction sur une autre fonction. Et puis, ils ne tiennent pas compte de la logique, des soubassements logiques. Et les hauts potentiels ou les bas potentiels peuvent parfois s'avérer piégeux. Et puis les statistiques, elles déclinent les résultats en termes de moyenne et d'écart type. Seulement moyenne et écart type sont spécifiques à l'épreuve qui teste. C'est-à-dire que les comparaisons des écarts types de différentes épreuves sont très approximatives. Il manque une règle du jeu commune. Vision globale, règle du jeu commune, c'était deux des atouts que présentait l'approche REV. Alors avec Christine Desbourget, les étudiantes en orthophonie, nous avons décidé de dépoussiérer REV, essayer de la préciser,
au plan théorique, de l'améliorer au plan statistique, afin de la remettre au goût du jour, qu'elle puisse servir de base ou d'assise au cognitivisme, vous allez comprendre. L'approche REV, c'est une double perspective. Il y a une perspective verticale fonctionnelle, il y a une perspective transversale logique. La perspective verticale fonctionnelle, c'est l'étude de nos fonctions supérieures en référence au schéma cognitif, hein. Nous faisons du cognitivisme. Mais euh, une fois mis en évidence les signes, nous allons voir s'ils peuvent s'associer pour constituer des syndromes, hein, vision syndromique qui va bien nous aider au plan du diagnostic. L'approche transversale logique est-elle inspirée de Piaget? La logique, c'est un peu l'oublié de la neuropsychologie actuelle. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'elle est quand même importante. La logique, ce sont des aptitudes verbales, des aptitudes non verbales, sous le contrôle du lobe frontal par l'intermédiaire des fonctions exécutives. Ces trois pôles, en fait, sont en interaction et c'est cette interaction qui crée la plateforme logique. Cette plateforme logique, elle va être ouverte sur l'extérieur, sur l'environnement, sur la culture et donc sur la rééducation. Le niveau logique est fonction de la qualité des instruments. Il va croissant au cours du développement, il va décroissant avec l'involution. Venons-en maintenant aux quantifications REV. En fait, les quantifications REV sont doubles. Il y a d'une part une quantification traditionnelle en termes statistiques, hein. Les étudiantes sont allées rencontrer les enfants dans les écoles et ça a été à l'origine de REV à la maternelle, REV à l'école élémentaire, REV au collège, la logique à l'école élémentaire. Nous avons mis aussi la main à la pâte chez l'ado et l'adulte. Attention, dans le REV adulte, certaines épreuves ne bénéficient que d'un pré-étalonnage, hein, c'est-à-dire que si les étudiants sont intéressés, première quantification, donc une quantification traditionnelle, statistique. La deuxième quantification, elle est plus originale, c'est un peu notre tour de passe-passe. C'est-à-dire que nous allons projeter les résultats des tests sur l'échelle développementale. Les résultats obtenus aux différentes épreuves vont être reportés sur une grille. Voici une grille développementale très simplifiée avec une colonne logique, une colonne verbale, une colonne non verbale. Vous voyez par exemple qu'au plan logique, à partir de 7-8 ans, ça correspond au stade opératoire concret de Piaget avec un certain nombre de conservations qui sont en place. Au même âge, on a un récit bien organisé au plan logique et chronologique. Le cube, il passe en avant d'après Piaget. C'est plutôt 10-11 ans dans les écoles de notre région. Et donc, nous allons, comme ceci, réaliser une grille de réussite au test, mais une grille commune. Si vous projetez les résultats du patient qui est en face de vous sur cette grille, vous allez pouvoir dessiner des courbes avec des points faibles et des points forts. Voici par exemple l'exemple de l'aphasique. Le point faible va se trouver naturellement au niveau du langage, le point fort au niveau des aptitudes non verbales. La logique se situe à un niveau intermédiaire, tiré vers le bas par le handicap langagier.
à la perte de la dimension exécutive du langage. Alors, cette projection, eh ben, elle va de soi chez l'enfant, elle est naturelle. Elle est quand même moins naturelle chez l'adulte et la personne âgée. Cependant, pour avoir observé les traumatisés crâniens graves au réveil de leur coma, nous avons pu observer une restructuration qui passait, moyennant certains décalages, euh, qui passait les stades de développement logique comme décrits par Piaget au cours chez l'enfant. Et de la même manière, lors de l'involution, on observe une régression qui fait passer le patient en sens inverse de ces stades logiques. Alors, cette projection, elle est finalement assez approximative, mais nous inférons de ceci une dimension logique. La dimension logique, elle nous est apportée par des épreuves logiques spécifiques, piagétiennes et autres, et par les autres épreuves, puisqu'il existe une dimension logique dans toute épreuve. Et la connaissance du niveau logique va être très intéressante pour pouvoir développer ensuite en rééducation les stratégies de suppléance. Si par exemple vous avez une atteinte verbale, eh bien, vous allez passer par le non-verbal et les fonctions exécutives, hein, c'est-à-dire vous travaillez sur la plateforme logique. Si vous avez une atteinte non verbale, vous passez par le verbal et les fonctions exécutives. Si vous avez une atteinte frontale, hein, avec déficit des fonctions exécutives, vous allez passer par le verbal et le non-verbal afin d'améliorer le niveau logique en espérant que ceci puisse se répercuter sur les fonctions exécutives. Hervé, c'est donc une théorie, c'est aussi des bilans. Alors, il y a autant de bilans qu'il y a de stades développementaux logiques chez Piaget. C'est-à-dire que nous allons donc proposer 4 bilans. Chaque bilan va explorer le langage, les savoir-faire, les reconnaissances, la mémoire, l'attention et bien sûr la logique. Le premier bilan, c'est la grille sensorimotrice. Alors la grille sensorimotrice, c'est pour la période sensorimotrice de Piaget de 0 à 2 ans. Nous ne l'avons utilisé que très rarement chez le tout petit. Nous l'avons utilisé bien fréquemment en pathologie chez l'EVC, EPR. EVC, c'est état végétatif chronique. EPR, c'est état possible relationnel. Pensez à Vincent Lambert. Alors, question, est-ce que l'observation des outils du soi va me permettre de me faire une petite idée quant aux prémices d'une intelligence et d'une conscience chez ce type de patient? Le deuxième bilan, c'est le petit Hervé, qui est intéressant pour l'enfant de classe maternelle et pour le cérébro-lésé grave ou très grave. Question, est-ce que cette dysphasie sévère se répercute sur le développement de la logique? Est-ce que je vais pouvoir apprécier le niveau de reconstruction logique chez ce patient traumatisé crânien grave? Le bilan suivant, c'est le RV élémentaire destiné à l'enfant du CP au CM2 et au cérébro lésé modéré. Question, est-ce que je peux faire un diagnostic de probabilité de dyslexie
dès le deuxième trimestre du CP. Est-ce que le WISC proposé à cet enfant Polydis traduit bien son niveau d'intelligence? Cet enfant d'âge élémentaire, mais victime d'un traumatisme crânien très grave dans ses premières années, dans quelle classe le mets-je? Cet adulte qui a présenté un AVC hémisphérique gauche et une aphasie, présente-t-il autre chose qu'un trouble du langage? Cet autre adulte victime d'un accident hémisphérique droit avec hémisphère mineur, présente-t-il aussi d'autres signes que le syndrome de l'hémisphère mineur? Dernier bilan, le REV ado, adulte. Celui-ci va permettre d'apprécier les séquelles 10 de l'ado et de l'adulte. On est et on meurt dyslexique. Il va permettre, on est, on meurt dyslexique, on est et on meurt 10. Il va permettre d'apprécier les séquelles discrètes d'un traumatisme crânien léger. Mais cet adulte vieillissant chez lequel Grobert et Buschke nous fait soupçonner un déficit cognitif léger amnésique, ne présente-t-il pas autre chose? N'y a-t-il pas une dyslexie dans les antécédents qui puisse interférer avec les résultats du test? Toutes ces questions montrent que le cognitivisme n'est pas suffisant et c'est vrai que c'est important d'avoir aussi une approche globale, une approche syndromique et de pointer naturellement la logique. C'est pour ça que je vous disais que le RV pouvait servir de base au cognitivisme. Les bilans RV, ils sont adaptés aux patients, à la particularité du patient et adapté à sa pathologie. C'est-à-dire qu'on va rarement faire passer un bilan de la première à la dernière page. En pratique, après l'indispensable anamnèse qui va préciser les antécédents, l'histoire de la maladie, le profil scolaire, etc., on va proposer un noyau de test qui correspond un petit peu au kit de dépistage. Dans ce noyau commun, il va y avoir un test généraliste. En classe maternelle, ça va être le mini-mini. Par la suite, et chez l'adulte, ça va être le mini mental test de Holstein. Il va y avoir un test de mémoire à partir de l'âge de 6 ans, ça va être l'apprentissage d'une liste de 12 images. Il va y avoir un test d'attention et de supervision attentionnelle à partir de l'âge de 6 ans. Également, ça va être le double barrage de stimuli visuels inspiré de Zazo. Une fois ce noyau commun proposé, on va tisser autour pour essayer de reconstituer les éléments du syndrome, détecter les points forts qui pourront aider à tirer les points faibles. Mais d'autres fois, nous serons limités par la fatigabilité du sujet, auquel cas il faudra réduire nos ambitions. Souvent, par exemple, chez la personne âgée se détériorant, on ne va proposer que le kit de dépistage. Donc l'approche RV, elle est adaptée au patient, à sa pathologie, et elle représente une véritable démarche clinique. Dernier point, RV, c'est un concept, c'est une idée. Vous pouvez parfaitement utiliser vos propres tests, hein, votre bilan orthophonique, votre bilan psychomoteur,
l'adosser au RV et le croiser avec la logique, et auquel cas vous faites du RV. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Bonne fin de confinement, bon déconfinement, parce qu'il va quand même falloir s'en sortir de cette histoire de Covid-19, hein, qui du reste donnerait des atteintes encéphaliques, avec donc risque de séquelles neuropsychologiques. Donc, au revoir et à bientôt.